Alors, que sait-on d'OpenAI et ChatGPT? Quelles sont vos questions à ce sujet sur ces IA génératives qui arrivent, qui arrivent très nombreuses? Il n'y a évidemment pas que ChatGPT. On va s'intéresser à tout ce sujet ensemble avec mes experts aujourd'hui. Véronique Ventose. Bonjour Véronique. Vous êtes là, Delphine. Oui. Là, Tariq. Je suis ravie d'être ici, super. comme d'habitude, sur ce plateau. Génial. Co-fondatrice de Nukai, qui est une start-up de l'IA basée en France et qui travaille sur une IA explicable et aussi économe en énergie. Et puis avec vous, donc Tariq Krim. Tariq Krim qui est un fidèle de Smartech également. Bonjour Tariq. Bonjour. Fondateur de Cybernetica. C'est un projet global sur lequel tu travailles, à la fois un blog, une maison d'édition, un think tank pour réfléchir à l'évolution du numérique. Avec les questions géopolitiques, puisque désormais tout est conditionné, toute la complexité du monde est conditionnée par la géopolitique et il n'y a pas que la technologie, c'est la combinaison des deux. Alors, on va commencer. Tiens, je vais commencer par une première question. Déjà, est-ce que vous utilisez des IA génératives là, pour vous aider, comme des assistantes? Allez, Tariq. Pas beaucoup, je vais être très honnête. Je m'amuse un peu avec Midjourney, qui est donc la version graphique, qui est assez fascinant, il faut dire, qui marche très bien. J'utilisais un peu ChatGPT il y a quelques années, quelques mois, et maintenant beaucoup moins. Je me rends compte en fait que j'aime écrire, j'aime bien l'idée d'écrire. Quand je l'utilise, c'est essentiellement pour des fonctions de manipulation de texte, c'est-à-dire par exemple résumer un texte. Pour le traduire, j'utilise autre chose, j'utilise DeepL, qui est à mon avis bien plus efficace. Et voilà, donc je ne suis pas un très grand utilisateur. Ok, de temps en temps. Et Véronique? Alors moi, nous ne les utilisons pas pour nous aider à générer du code, du texte, etc. Par contre, on les utilise au quotidien parce que, je l'avais dit à la fin d'une interview, j'avais dit, c'est pas tout de critiquer ou de dire on peut faire ça, on va le faire. Et là, on a eu la bonne surprise de commencer à travailler sur intégrer un module d'IA générative dans nos IA nouvelle génération. Et je ne pourrais pas trop développer, mais entre les mois qui ont suivi, très peu de mois, on a avancé et on a surtout signé un contrat. Alors, sur un domaine, c'est les renseignements, donc je ne peux pas trop en parler, mais ça va nous permettre d'avancer vite. Donc évidemment, on les utilise et puis on fait ce qu'on a promis de faire. On les couple de manière à pouvoir les dompter, aider l'homme, garder l'homme dans la boucle, fournir des explications. Et ça, c'est possible que sur un petit domaine. On ne fera pas un ChatGPT avec de la sémantique sur les infos du monde entier. Utilisation très, très spécialisée. Voilà, c'est ça. Allez, on va commencer par un peu de pédagogie autour d'OpenAI. Qu'est-ce qu'on sait de l'entité OpenAI, de la fondation, la société? Qui veut répondre là-dessus? Tariq? Beaucoup de marketing, je pense. Ça a démarré il y a quelques années. À l'époque, il y avait Reid Hoffman, Elon Musk, pas mal de gens autour d'une fondation. Et puis, à un moment donné, il s'est passé une chose incroyable, c'est que Google a sorti un papier sur les Transformers, le fameux T de ChatGPT. Et au départ, OpenAI travaillait sur des outils pour apprendre à des ordinateurs à jouer à Space Invader. Et puis, du jour au lendemain, on est passé à GPT. Et puis, plus tard, la version commercial et qui était un produit quand même très abouti, qui était ChatGPT, qui a eu un succès immédiat et qui a en fait d'une certaine manière reconfiguré entièrement à la fois OpenAI qui est devenue une for profit, donc même si elle dit qu'elle est capée, mais ça reste une boîte maintenant. Elle peut faire des profits, mais c'est plafonné. Oui, on verra. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Et donc, en tout cas, c'est une société aujourd'hui, une société, oui. Donc américaine, installée à San Francisco, avec 400 salariés. Donc ça a grossi extrêmement vite. Et beaucoup d'argent, énormément d'argent de Microsoft qui a fait d'une pierre deux coups. La première, c'est que du jour au lendemain, ils sont passés de plutôt ringard à super cool. Et surtout, ont complètement, je dirais, déstabilisé le géant Google qui désormais se retrouve alors qu'ils ont développé la technologie au départ, à suivre... je dirais être sur les traces de Microsoft, donc c'est un coup marketing extraordinaire. Alors, tu as commencé à révéler ce que voulait dire le T dans ChatGPT. Qu'est-ce que c'est GPT? Alors, GPT, c'est très précis. C'est donc des méthodes qui permettent de prédire le prochain mot dans le cadre d'une phrase. Voilà, donc c'est vraiment basé sur de l'entraînement, sur des stats. Donc en fait, il va y avoir des probabilités que le prochain mot, je dis une phrase et que le prochain mot soit ça. Donc ça, c'est la partie GPT où il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup d'avancées. Et ensuite... Alors juste pour les lettres, parce qu'on parle d'IA générative, parce que le G c'est pour générative, le P pour pre-trained.
Oui. Et donc, le T pour Transformer. Dans Pre-Train, ça veut dire que ce sont des IA qui sont pré-entraînées. Tout à fait. Avec quel jeu de données? Alors, Ah, ça, Ça, c'est la vraie question. C'est Eh oui. qu'en fait, on a découvert, ou on fait mine de découvrir que, évidemment, on a indexé le web. Il y avait un très bon article du Washington Post il y a quelques mois qui expliquait un peu les différentes sources. Mais il y a une source dont personne ne veut parler, c'est qu'effectivement, on a récupéré probablement, je parle au conditionnel, même si Oui. le conditionnel ne l'est pas forcément, l'ensemble de la littérature sous forme piratée, donc l'ensemble des livres téléchargeables en PDF, des documents. Et c'est ce qui a construit effectivement ce qui aurait nécessité des demandes d'autorisation? absolument, peut-être des droits d'auteur également. Enfin, il y a plein de questions. Alors, c'est pas le cas pour Google qui, il faut le rappeler, avait numérisé des millions de livres. À l'époque, on pensait qu'ils allaient mettre ces livres gratuitement sur l'Internet. Ça n'a pas été le cas. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont utilisé ça pour créer Google Translate et pour affiner Google Translate. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que si on n'a plus accès, parce que désormais le New York Times, le Washington Post, je crois qu'une grande partie des sites français sont également en train de fermer l'accès aux robots de OpenAI et des autres. Si on ne travaille pas avec des données réelles, on va être obligé de travailler avec des données synthétiques. Oui. Et donc on rentre dans... Quelqu'un parlait de data cannibalism, c'est-à-dire qu'on est en train de générer des contenus qui vont ensuite servir à générer des contenus, qui vont ensuite servir à générer des contenus, et à la fin, on aura une sorte de soupe infâme qui n'a plus véritablement de saveur. Et c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est comment avoir accès à l'ensemble des données qualitatives. Et on n'est pas du tout dans le cadre d'une intelligence artificielle qui répond à des questions, qui va chercher des réponses sur le web, hein, dans le nom toujours Generative Transformer. non. Comment ça fonctionne alors? Alors, juste pour compléter, tout est exact. Bon, ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'ils annoncent qu'ils ont pré-entraîné jusqu'à une certaine date. Donc ça, c'est tout le problème, entre guillemets. Mais en fait, ce que j'ai appris plus tard, c'est que, et c'est là où ils vont encore avoir une longueur d'avance, c'est que les données les plus intéressantes qu'ils ont pu récupérer, c'est depuis qu'ils ont donné accès gratuitement aux utilisateurs, parce que les utilisateurs ont fait des requêtes, ils ont fait des remarques, et ça, moi, je ne le savais pas. Ils les ont récupérés, et avec ça, en fait, ils récupèrent quelque part, mais sans qu'on ait donné l'autre... Enfin, certainement, on a cliqué tous sur « j'accepte », mais on n'a pas compris que... Alors, on savait qu'on entraînait l'outil à être plus pertinent, en affinant, en lui posant davantage de questions précises pour obtenir la réponse qu'on souhaitait. Je ne suis pas sûre. Voilà. Et alors, ce que j'ai appris, c'est que récemment, ils avaient créé ChatGPT Enterprise en disant, cette fois-ci, on est complètement sur des conversations cryptées, on promet de ne pas utiliser de données commerciales, etc. Oui, la question, c'est avec qui c'est partagé. C'est-à-dire qu'on sait qu'on l'entraîne pour nous. Oui. La question, c'est, mais avec qui est partagé l'ensemble des données qu'on fournit, tout ce qu'on rédige finalement dans ChatGPT? Tout à fait. Alors, il y a eu des fuites. Hein. Bon, bref, il y a eu des fuites. Aussi. Il y a eu des gros problèmes avec des gens qui ont testé des choses qui étaient un petit peu... trop stratégique pour des grosses Et pour nous entreprises. expliquer juste le fonctionnement, par quel subterfuge finalement, parce que ça semble un petit peu magique, on pose une question, il apporte une réponse, alors que ce n'est pas sa façon de fonctionner, il ne va pas chercher une réponse. Alors la première chose, c'est qu'il ne sait même pas qu'on lui pose une question. Donc il peut répondre à une question par une question. Ouais. Alors, il n'y a pas que le pré-entraînement. C'est-à-dire que le pré-entraînement, effectivement, c'est pour coupler « je prédis un mot de manière statistique » avec du traitement de la langue nat. Donc, tu sais exactement... Du langage naturel, oui. Traitement du langage naturel, désolé. Et à partir de là, effectivement, on va construire des phrases. Mais il y a énormément de travail en amont avec des histoires de prompt et également après. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que derrière, il y a différentes méthodes pour éviter, peut-être pas les chimères, parce que ça, je crois qu'il y a un papier qui est sorti pour dire qu'ils n'arriveront jamais à les supprimer, mais au minimum les trucs toxiques. Donc, il y a des méthodes automatiques, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. C'est facile, hein, c'est Pavlov, c'est bien, pas bien. Et finalement, ils se sont aperçus que le meilleur apprentissage était à réaliser par des humains. Donc, il y a des Kenyans qui, alors, malheureusement, étaient payés 2 € de l'heure et qui ont tagué toxique, pas toxique, etc. Donc, les sorties qu'on voit, en fait, elles ont beaucoup évolué ou elles vont changer par rapport
à des humains qui ont décidé que c'était pas bien. Et c'est là où Elon Musk était furieux en disant oui, c'est orienté, c'est du politiquement correct, etc. Nous, on veut pas faire ça. Donc en fait, si on fait taguer, si on fait faire du RL pour dire bien, pas bien, par des gens qui ont une autre vision du monde, du futur du monde, ça va donner d'autres sorties. Alors, et ChatGPT n'a absolument pas conscience de ça, bien entendu, puisqu'elle génère des suites de mots stochastiques et qui sont probablement les mieux. Et le problème... Mais après, ça recoupe des discussions qu'on a eues ensemble, Tariq Krim, sur la culture, finalement, qui est véhiculée à travers ces outils dont on n'a pas forcément conscience. Je voulais qu'on réponde aussi à la question de BG, qui nous a posé sur Internet, ChatGPT, l'IA générative la plus avancée, point d'interrogation. Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de mieux en matière d'IA générative ? Probablement. Je voulais juste rajouter un point Oui. sur la question de l'IA générative. En fait, on ne sait toujours pas pourquoi ça marche aussi bien. Ouais. On comprend pourquoi ça marche. On a C'est un problème. défini les choses. On a simplement à un moment donné bourriné. C'est le terme français correct pour... On est allé récupérer des tonnes de données, mis énormément de puissance de calcul, et puis on a eu des outils qui marchent plutôt bien, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Donc il faut quand même rappeler ça. La raison pour laquelle OpenAI, à mon avis, est la meilleure des plateformes aujourd'hui, parce qu'il en existe plusieurs, Google a la sienne, qui était au départ pas terrible et qui commence à devenir plutôt bonne. Il y a les modèles open source, donc on peut récupérer, qu'on peut installer sur des services comme Hugging Face ou installer chez soi, même si pour l'instant les systèmes ne sont pas vraiment plug and play. Mais il faut bien comprendre, et c'est ce qui est expliqué tout à l'heure, c'est que on peut voir aussi une AI générative comme OpenAI, en tout cas sur le texte, comme un service qui peut être soit un peu maniaco-dépressif, on va dire, qui est d'un côté un peu mélo, qui n'est pas très efficace. Donc s'il est peu efficace et peu impressionnant, les gens disent, ça marche pas ce truc. Et puis s'il est trop intense, là, évidemment, il fait la une du New York Times. Et donc, ça inquiète tout le monde. Voilà, et tout le travail, c'est de channeler, en fait, c'est de mettre ChatGPT dans une zone de confort où il délivre quelque chose d'assez, finalement, assez simple, assez attendu, mais solide, parce que c'est un peu l'idée... faut pas oublier que l'idée de la technologie, c'est de revendre une expérience intéressante mais réplicable à l'infini. Et le problème de l'IA, c'est que cette réplicabilité n'est pas toujours garantie. Il y a toujours un moment où on parlait de chimère ou d'hallucination, où le produit part en live et raconte n'importe quoi. Et donc, ça limite évidemment son usage dans des domaines non contraints, le médical, la défense, enfin plein de domaines où on ne peut pas se permettre ce genre de choses, sont évidemment pour l'instant a priori à l'écart de technologies comme celle-ci. Ah, les questions d'Arnaud qui nous demande, mais combien investit Microsoft ? Alors ça, j'ai regardé, mais ça va pas être... D'abord, c'est très flou, ça va pas être les bons chiffres. C'est de l'ordre de 10 millions de dollars. Milliards, pardon. 10 milliards 10 milliards de enfin, dollars, en tout cas, bien sûr. Mais Le truc, c'est que derrière, c'est beaucoup plus parce que... Alors pareil, il n'y a pas de preuves, mais ça tourne un petit peu. Ils font des offres, justement. C'est-à-dire, ils font des offres sur les services qu'ils peuvent apporter pour continuer à entraîner. Et ça, c'est très cher. ouais. Donc, Ça a une valeur. Ça a une valeur, parce que si on n'a pas ces tarifs, on doit payer plein pot, et c'est toujours le problème. C'est vraiment des IA extrêmement consommatrices en énergie, etc., à l'utilisation, pour le pré-traitement. Voilà. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de questions là-dessus, parce que c'est un vrai sujet. On n'a pas de transparence, finalement, sur les investisseurs derrière. J'avais posé la question à Sam Altman, justement, quand il était venu à Paris. Oui, donc le PDG d'OpenAI. Combien ça coûte ? En fait, personne ne sait combien ça coûte vraiment. Le problème qu'on a avec ces technologies, c'est qu'en fait, autant que Google, on savait que ça coûterait quasiment rien. Et on avait un système, en plus, qui auto-apprenait. C'était un peu la même chose ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on cliquait sur un lien, plutôt qu'un autre, en fait, il était réindexé au-dessus des autres. Enfin, il y avait un système incroyable qui coûtait très peu cher. C'est une cache machine basée sur des algorithmes assez bien pensés et finalement assez peu coûteux. Là, l'IA, c'est l'inverse. C'est que c'est pas des algorithmes, ce sont des données qu'il faut en permanence mettre à jour. Ça coûte une fortune à organiser. On ne sait pas exactement combien. On ne sait pas. Alors,
on peut imaginer que le coût qui a été investi au départ, on parlait de 2 milliards, puis ensuite un investissement de 10 milliards de Microsoft, en fait, c'est un avantage. D'un point de vue marketing, c'est déjà, j'allais dire, amorti. Mais c'est vrai que cette question se pose parce que désormais, beaucoup de gens veulent faire tourner ces applications ailleurs que chez OpenAI et chez Microsoft. Et là, se pose la question de savoir qui a accès aux puces. Il y a une crise des puces. Aujourd'hui, impossible de trouver les fameux A100 ou H100. La plupart des startups qui se sont lancées aujourd'hui vous disent en off, je cherche de l'espace de compute parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où on fait. La France est devenue la plaque tournante parce qu'apparemment, certains acteurs ont acheté beaucoup de puces l'année dernière et donc ont eu le nez creux. Mais c'est vrai que la question du coût, et notamment la question du coût pour l'entreprise, et après se pose aussi la question du bénéfice pour l'entreprise, se pose, et pour l'instant, ça reste des données un peu floues. Je crois que flou est le bon terme. Bon, on a quand même beaucoup de flou, mais on essaie de répondre aux questions. On va répondre à Steph. Qu'a de plus la version payante? Je dirais que la caractéristique la plus intéressante, c'est le nombre de mots générés. C'est passé de 2000 à 25 000. Donc ça veut dire qu'on peut commencer à envisager à avoir, par exemple, des scénarios, etc. Attention, je l'ai déjà dit, mais ça ne remplace pas ceux qui écrivent des scénarios. C'est juste une aide. Il ne faut pas oublier, c'est un outil. Maintenant que cet outil fournisse une possibilité d'avoir 25 000 mots sur lesquels on retravaille, voire on relance avec d'autres prompts, ça c'est autre chose. Et puis c'est plus rapide, il y a des plugins, etc. Quoi. Donc, c'est mieux intégré en fait dans nos outils de travail quotidien. Oui, ça a gagné en puissance. Mais on a oublié de dire quelque chose parce que le thème, il me semble que c'était les IA génératives. Et moi, je serais plus modérée sur le fait que OpenAI soit les plus avancé, parce que peut-être sur la partie texte, parce que c'est ça qu'ils ont vraiment annoncé, mais les IA génératives, c'est aussi des IA qui peuvent générer du code, générer des images, etc. Alors là, les gens confondent parce qu'ils disent non, mais maintenant, ChatGPT génère des images. Non, ça prend en entrée des images. C'est-à-dire qu'on peut donner un tableau, on peut donner une courbe, au lieu de poser une requête, une question en texte, et il va répondre par un texte. Donc, bien sûr, ils ont leur partie génération. Après, il y a des IA génératives dédiées. DALL-E, mais là, je ne pense pas qu'ils soient les meilleurs. Tout à fait. Et en fait, l'idée, ça serait d'avoir quelque chose qui va tout croiser. Et je pense que même des entreprises avec beaucoup moins de moyens vont produire des résultats meilleurs, toujours sur des plus petits domaines, en attaquant autre chose. Et de toute façon, ça sera sûrement une question d'après. Et c'est peut-être là que nous, on a une place à prendre aujourd'hui en France et en Europe. Merci beaucoup, on arrive déjà à la fin de notre séquence. Allez, c'est l'heure de notre rendez-vous avec les cryptos.